Ce soir, la vice-premier ministre Chrystia Freeland témoigne à la commission de l'état d'urgence l'analyse de notre panel de journalistes. La commission Rouleau, vue sur l'angle policier avec l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves Audoin. Et Ottawa demande une révision judiciaire de l'entente de 20 milliards de dollars pour l'indemnisation des enfants autochtones. On fait le point avec le ministre des Relations couronnes autochtones, Mark Miller. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis Martin Stringer et je remplace Esther Bégin ce soir. La vice-première ministre et ministre des Finances a livré un témoignage fort attendu à la Commission sur l'état d'urgence aujourd'hui. On a appris que les présidents des banques canadiennes demandaient à Ottawa de mettre fin au blocus du pont Ambassadeur un jour avant le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Et Chrystia Freeland estimait que les convois étaient une grave menace à l'économie du Canada, particulièrement à l'industrie automobile. Moi, je dois mener la barque. Je dois diriger les choses. J'ai une responsabilité très importante, très profonde vis-à-vis des citoyennes et citoyens canadiens. Je dois les défendre. Excusez-moi, je m'emporte là, mais vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. L'économie canadienne pourrait apparaître peut-être amorphe ou bien à propos des véhicules électriques. Mais quand j'ai vu ça, j'ai réalisé, moi je suis vice-première ministre, je suis ministre des Finances et je dois faire quelque chose pour protéger le bien-être des Canadiennes et des Canadiens. Pour discuter maintenant des derniers développements de la Commission Rouleau, je retrouve les journalistes Joël Dilly, Bellavance de la Presse, Althea Raj du Toronto Star et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. OK, c'était quand même, aujourd'hui, c'était au tour de vice-premier ministre de témoigner. Chrystia Freeland a justifié la décision d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence par les risques économiques. Elle a parlé beaucoup de l'impact économique. Joe Denis, Mme Freeland a même parlé des manifestations qui inquiétaient nos partenaires américains, le milieu des affaires, l'industrie automobile. Qu'est-ce que vous avez pensé de son témoignage? Ce n'est pas la première fois qu'on entend un témoignage économique pour justifier l'invocation des mesures d'urgence. Qu'est-ce que vous avez pensé de son témoignage? Bien, c'est un témoignage qui se tient. En fait, elle a raison de dire que ça a eu un impact important sur l'économie canadienne et même la perception qu'ont les étrangers du Canada comme endroit pour investir. Et d'ailleurs, l'appel qu'a reçu le premier ministre Justin Trudeau de la Maison-Blanche pour justement s'assurer que le blocage du pont Ambassadeur soit éliminé a quand même donné des frissons dans le dos à plusieurs ministres. Donc, il y a eu ce qu'on appelle du damage control, si on peut dire, à faire après ces événements. Mais est-ce que ça va peser lourd dans la balance lorsque le juge Rouleau va écrire son rapport à savoir est-ce que c'était justifié ou non d'invoquer cette loi pour des raisons de sécurité? Ça reste à voir. L'économique, c'en est un, mais l'argument juridique, c'en est tout autre. Il faudra savoir si le juge Rouleau va en tenir compte dans son rapport final qui va être présenté en février. OK. Althea, vos impressions du témoignage de Mme Freeland, justement cette argumentation largement économique sur l'invocation des mesures d'urgence? Je trouve qu'elle a dressé un profil assez convaincant, franchement, de pas juste des risques qui se posaient dans les médias, dans le sens que oui, il y avait des usines des deux côtés de la frontière Canada-États-Unis qui risquaient de fermer. Il y avait déjà des pertes d'emploi à Windsor, comme exemple, mais le risque plus large que ça posait, le manque de confiance que ça donnait aux investisseurs qui ils étaient en train de choisir entre soit investir au Canada ou investir aux États-Unis quand ils voient un événement comme ceci dérouler. Bon, ben où est-ce qu'ils vont miser? Ils vont certainement miser aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de moins risques. La frontière, c'est maintenant un problème que le Canada devait gérer. Alors, je trouve qu'elle a monté un argument convaincant. Sauf que quand le gouvernement nous a dit au public au mois de février qu'ils utilisaient les mesures d'urgence, l'excuse qu'on nous avait donnée, la raison, c'était ce 2C en termes de risque vers le Canada et les Canadiens. Puis dans cette définition-là, puis je me souviens plus c'est quel avocat qui a essayé de faire ce point-là, là, que ça dit très clairement dans la loi
que ça doit toucher aux activités qui, je vais le lire, OK? Les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou des menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux, idéologique au Canada ou dans un État étranger. Bon, ça n'a pas rapport du tout avec les risques économiques. Alors, le gouvernement, depuis le début, a essayé, surtout durant les derniers jours, puis vendredi, la semaine dernière, de dresser un profil des risques qui était plus large que juste la définition exacte. Puis, je pense que Mme Freeland, elle a monté un argument convaincant dans ce sens-là. Mais est-ce que, tu sais, en lisant la loi, en regardant juste la loi comme telle, on peut dire que oui, ça rentrerait? Probablement pas, mais je pense qu'on va vraiment en parler. Mais c'est la grosse question. Hein. C'est quoi la vie juridique que le gouvernement du Canada avait reçue pour pousser de l'avant? Mais Yves, on reprend exactement la même discussion puis la même question. On a évoqué beaucoup, tu sais, les risques d'impact économique du blocus au pont Ambassadeur et tout ça, mais il y a des gens qui soulignent quand même que les deux blocus à la frontière, à Coutts en Alberta puis à Windsor, ont été levés avant même l'invocation des mesures d'urgence. Et on dit que c'est un peu une faiblesse dans l'argumentation, sauf qu'on a entendu de plus en plus des gens qui disent « oui, mais il y avait une peur que ça reproduise ou que ça recommence sur les frontières ». Oui, mais vous savez clairement, moi je regarde davantage la semaine dans son ensemble. Et ce à quoi on a assisté, ben, c'est, permettez-moi l'anglicisme, une espèce de build-up de tous les ministres qui sont venus témoigner et pour convaincre la population qu'ils n'avaient pas le choix. Et le point culminant aujourd'hui était le témoignage de Mme Freeland. Et je crois que demain, on assistera à la synthèse de tout ça avec M. Trudeau. Mais clairement, on veut démontrer que c'était inévitable. Or, c'est pas le cas, parce qu'à peu près tous les témoignages ont démontré dès le début que si la police d'Ottawa avait fait son travail, ben, on n'en serait pas arrivé là. Alors, déjà, le coupable ou les coupables sont désignés. Et ce à quoi on a assisté cette semaine, c'est ce chemin que le gouvernement fédéral est en train de tracer pour démontrer que eux ont pris les bonnes décisions. Et tout le témoignage de Mme Freeland aujourd'hui allait dans ce sens. Oui, comme vous dites, c'est un crescendo, un témoignage qui bâtit sur un autre. Brièvement, quelque chose qu'on a vu hier, on a vu aujourd'hui les textos et les courriels. Hier, surtout aussi, on a vu des textos entre ministres, comme entre le ministre de Justice, David Lametti, et son collègue Marco Mendicino. Il était question dans ce texte-là de déployer l'armée et même des chars d'assaut. Le ministre Lametti a dit, à la blague, il dit, ça prendrait combien de chars d'assaut? Et la réponse était, je pense, seulement un char d'assaut. Yves, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de cet échange et qu'est-ce que ça vous nous dit, cet échange entre ministres? J'estime qu'il y a eu une très grande imprudence parce que tous les politiciens, politiciennes et surtout les ministres se font dire quand ils arrivent en fonction, attention à vos courriels, attention à vos textos qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une demande d'accès à l'information. Alors, clairement, est-ce que M. Lametti faisait une blague? On va peut-être lui laisser le bénéfice du doute là-dessus, mais ça demeure des propos excessivement imprudents et limite un peu, c'est très bancal parce que ça n'est pas vraiment la route, le genre de propos qu'il y a eu. Et c'est peut-être de tous les ministres qui ont comparu cette semaine, celui qui a paru le plus faible, celui qui n'a pas suivi le sentier tracé d'avance. Alors, c'est peut-être la mauvaise note de la semaine va aller à M. Lametti là-dessus. OK. On ira à la grande question. Demain, c'est la grande journée. Demain, c'est la comparution du premier ministre lui-même, M. Trudeau. Joël Denis, commençons avec ce à quoi vous vous attendez. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Ben, mes attentes sont les suivantes. En fait, ce que M. Trudeau doit faire, c'est de faire une comparution sans faille, maîtriser ses dossiers, ne pas hésiter, se montrer convaincant, parce que le fardeau de la preuve repose essentiellement sur ses épaules. C'est lui, le chef du gouvernement, qui a pris ultimement la décision d'amener cette proposition d'invoquer la loi d'urgence au cabinet. Donc, c'est lui qui est le visage et le porte-parole principal du gouvernement. Peu importe ce qu'ont dit les ministres au cours de la semaine, c'est sur les épaules que repose l'argumentation ultime pour convaincre à la fois la population canadienne, mais aussi le juge Rouleau que c'était justifié d'invoquer cette loi. Donc, il faudra qu'il amène les arguments juridiques infaillibles
pour convaincre le juge Rouleau et la population canadienne. Mm-hmm. On ne sait pas quelle durée va être son témoignage, sa comparution. On parle d'une bonne partie de la journée. Adi, qu'est-ce que vous allez surveiller demain quand M. Trudeau parle? Mais ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est l'argument que, puis je pense que vous en avez parlé un petit peu avec Yves, mais que le gouvernement devait pas juste penser qu'il ne devait pas juste agir, mais il devait être vu. C'était important qu'il soit vu comme ayant fait les étapes pour agir envers la situation. Mm-hmm. On voit ça dans le témoignage de Mme Freeland. Alors, c'était peut-être pas super important dans nos yeux maintenant en voyant que Coutts s'est réglé sans la loi, que qu'est-ce qui s'est passé au pont à Windsor avait pas vraiment besoin de la loi non plus, mais que vis-à-vis les Américains, vis-à-vis les investisseurs étrangers, vis-à-vis la population, il y avait un devoir que le fédéral pensait que peut-être pour des raisons politiques aussi, que le fédéral devait agir. Alors ça, je m'attends à ce que M. Trudeau en discute plus, mais je pense aussi qu'on va lui questionner beaucoup sur la question de qu'est-ce qui vous a mené vraiment à changer votre interprétation de la loi. C'est ça, parce que cette question-là, à mon avis, n'a pas été bien répondu. OK. Yves, le mot de la fin, vous vous attendez à quoi? Brièvement, il ne nous reste pas seulement une trentaine de secondes, vous vous attendez à quoi? Vous avez mentionné un crescendo. Oui, mais je serai bref. Ce que je vais surtout surveiller, c'est l'interrogatoire de l'avocat du Convoi de la liberté. Mm-hmm. Parce que, permettez-moi l'expression, c'est un picosseux. Il a beaucoup picossé Madame Freeland aujourd'hui, qui a su garder son calme. Je ne sais pas si M. Trudeau est fait du même bois et réussira à conserver son calme, mais c'est un avocat qui va vraiment jouer dans le bobo et c'est vraiment ce que je vais surveiller demain. Ben, c'est sûr qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt. Joël Denis, Althea et Yves, merci beaucoup. Merci à vous, Martin. Et je discute des témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, mais cette fois sous l'angle policier, avec l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Monsieur Bourdois, merci d'être ici avec nous. Une question. Je veux entendre votre opinion sur... on a entendu beaucoup de témoignages aujourd'hui de la part de Mme Freeland au sujet du gel des comptes bancaires. Oui. C'était central dans son témoignage aujourd'hui. Il y avait aussi une controverse de si on devait le faire ou non. Mais selon vous, est-ce que ça a été très utile? Est-ce que ça a été une tactique qui a réussi à contribuer à résoudre la crise, selon vous? Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le témoignage du sous-commissaire Michel Duhem, la GRC a, ni plus ni moins, gelé à travers les intermédiaires de différentes institutions bancaires au-dessus de 280 comptes de banque. Mm-hmm. Ce que je dois souligner, c'est que au préalable, faire ce processus-là est un processus légal et bureaucratique très, très, très élaboré. D'ailleurs, dans son témoignage aujourd'hui, la vice-première ministre, Mme Freeland, a indiqué que elles ont, à un certain moment donné, avant l'application de la loi des mesures d'urgence, ils ont tenté de saisir un compte bancaire qui contenait des sommes énormes de fonds. Et lorsque le processus normal a eu lieu, ils sont retournés à l'institution bancaire. Le compte avait été complètement dilapidé et c'était un compte qui appartenait à un des organisateurs du convoi. Donc, dans ce contexte-là, il est certain que la loi sur les mesures d'urgence a permis d'accélérer le processus et je dois aussi vous avouer que en regardant un reportage la veille du 18 février, alors que les forces de l'ordre sont rentrées pour libérer le centre-ville, il y avait des camionneurs qui quittaient et lorsque les journalistes leur posaient la question, la réponse était très simple. Ma carte de crédit ne fonctionne plus et mon épouse m'a appelé pour m'aviser que nos comptes bancaires avaient été gelés. Donc, ça a eu un impact important sur le dénouement de l'occupation du centre-ville de la ville d'Ottawa. À la lumière des témoignages aussi qu'on a vus aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que vous pensez des liens? On a eu beaucoup de témoignages au sujet des liens entre les politiciens, les entités politiques et les policiers et les corps de police. Qu'est-ce que vous remarquez, ce qu'on a entendu depuis quelques semaines de ça? Qu'est-ce qui ressort de tout ce témoignage? Moi, ce qui ressort, c'est
jusqu'à un certain point, le manque de communication entre les politiciens qui, évidemment, avaient un niveau d'appréhension de cette occupation-là qui était énorme. D'ailleurs, Mme Phelan a souligné dans son témoignage aujourd'hui qu'elle recevait des pressions énormes du côté américain, puisqu'il y avait des conséquences économiques, et on parle de milliards de dollars. Par exemple, on parlait de véhicules électriques, on parlait de pièces de véhicules qui ne pouvaient pas circuler librement entre les deux pays, puisqu'il y avait des blocages tant du côté de Coutts que du côté d'Emerson, que du côté du pont de l'Ambassadeur. Donc, dans ce contexte-là, la pression politique énorme du côté des États-Unis était une réalité que les élus devaient aussi gérer. Mais du côté des forces de l'ordre, on disait oui, on a un plan, mais les élus attendaient encore de voir ce plan-là. Et dans ce contexte-là, il y avait beaucoup d'appréhension et dans un contexte où est-ce qu'il y avait aussi un manque de communication, tant à l'interne entre les forces de l'ordre que aussi entre les forces de l'ordre et les élus. Donc, il y avait évidemment une dynamique qui pouvait créer beaucoup d'appréhension et qui était le préambule, ni plus ni moins, à l'application de la loi sur les mesures d'urgence. C'était assez central dans toutes les discussions, puis dans beaucoup des témoignages. Je veux soulever quelque chose avec vous, parce que c'est quelque chose qui est un peu relié, mais en même temps, c'est un peu indépendant, mais c'est l'avenir de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki. Hier, on a vu le ministre de la Justice de l'Alberta, Tyler Shandro, qui a réclamé, et le gouvernement de l'Alberta a réclamé la démission de Mme Lucki. L'Alberta disent qu'ils ont carrément perdu confiance en Mme Lucki, le commissaire. Oui. À cause de son record, non pas seulement avec le soi-disant convoi de la liberté, mais aussi avec son record en ce qui concerne le massacre en Nouvelle-Écosse. Vos réflexions là-dessus, sur ce qu'on a vu et pourquoi elle se retrouve dans la situation dans laquelle elle se retrouve maintenant? Oui. D'abord, le contexte politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la province d'Alberta, depuis maintenant les 5 ou 6 dernières années, cherche à créer eux-mêmes leur police provinciale. Donc, ça, c'est le contexte politique. Si on regarde le contexte policier, il est certain que la commissaire de la GRC a fait les manchettes quand on parle de porte-à-pic et de, par exemple, son implication auprès des enquêteurs, alors que les enquêteurs cherchaient à faire avancer le dossier de la tuerie de masse la plus importante au Canada et que la commissaire, selon différents témoignages, elle-même a reconnu l'erreur d'avoir essayé d'influencer les communications publiques d'enquêteurs de la Nouvelle-Écosse alors qu'elle demandait qu'on fasse montre dans la conférence de presse du type d'armes utilisées, alors que les enquêteurs ne l'ont pas fait. Donc, ça a créé quand même un certain froid entre les enquêteurs et les membres de la Nouvelle-Écosse et la commissaire de la GRC. On accusait même la commissaire de dire qu'il y avait eu, qu'elle essayait de faire un peu d'ingérence politique dans l'enquête. Et évidemment, ça, c'est un volet. Mais récemment, devant la commission Rouleau, la commissaire elle-même a reconnu qu'elle n'a pas avisé les hauts dirigeants, les hauts bureaucrates et le cabinet la veille du 14 février, la date de la promulgation de la loi sur les mesures d'urgence. Elle ne les a pas avisés qu'il y avait un plan en place pour justement mettre fin à cette occupation-là du centre-ville d'Ottawa. Donc, il y a certains éléments à l'intérieur de ça qui fait que la commissaire est dans une situation délicate, précaire, et que, évidemment, il y a du questionnement qui se pose quant à son avenir auprès des membres de la GRC. OK. C'est certain qu'on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Pierre-Yves Bordua, l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il va porter en appel une décision qui risque de bloquer la plus grande indemnisation des Autochtones dans l'histoire du Canada. En janvier, Ottawa a présenté une entente historique de 20 milliards de dollars pour indemniser les enfants autochtones qui ont été victimes de discrimination dans le système de protection de l'enfance. Un autre 20 milliards de dollars a aussi été annoncé pour la réforme de tout le système. Mais le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté le règlement, estimant que l'accord excluait certains enfants.
Hier, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il demandera une révision juridique. Pour y voir plus clair, je retrouve Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones. Bonsoir, ministre Miller. Bonsoir, Martin. OK, c'est un dossier complexe et c'est un dossier qu'on suit depuis longtemps. Qu'est-ce qui, en termes assez simples, qu'est-ce que vous demandez? Quelle clarification est-ce que vous demandez au cours? Ben, vous avez décrit effectivement une situation fort complexe, mais la réponse simple, c'est qu'on va sortir l'argent pour les enfants qui ont souffert le plus par un système discriminatoire du gouvernement fédéral, les gens qui ont été déracinés de leur famille et placés en service de garde, et ce pour une période de 30 ans, chose que le tribunal ne pouvait pas couvrir vu sa juridiction. On parle de plusieurs actions en cours, et donc, oui, il y a une certaine complexité, mais la réalité de la chose, et ce qui peut être frustrant pour certains qui écoutent, c'est qu'il va y avoir des délais. Donc, on essaie d'éviter des délais en disant on est d'accord avec la Cour sur des points majeurs de l'arrêt. La Cour ayant dit que notre proposition avec l'APN et d'autres organisations autochtones remplissait de façon importante ce qu'avait statué le tribunal des droits de la personne. Et on va sortir l'argent pour compenser les gens qui sont les plus affectés. Et ce, pendant une période de temps qui couvrait 3 décennies. Donc, depuis le début des années 90. Okay. C'est très important pour les gens de le savoir parce qu'on ne veut pas que les gens encourent encore des délais pendant qu'on est en cours sur des éléments très importants pour le gouvernement canadien, très importants pour l'APN, qui doivent être décidés finalement par une cour et des éléments qui n'ont pas nécessairement à voir avec l'argent. OK, mais ça, c'est la question. Vous avez annoncé hier que vous allez continuer à procéder à des négociations pour l'indemnisation, pour la compensation, pour les gens, mais tout en demandant des clarifications à la Cour face à cette décision du Tribunal canadien des droits de la personne. Vous pouvez donc commencer à débourser les sommes pour les indemnisations? Ben effectivement, en ce qui a trait aux enfants qui ne sont pas sujets à cette révision judiciaire, on a des soucis quant à certains éléments de la décision. On a des soucis évidemment quant au jugement complet qui n'a pas été encore sorti. On a reçu un jugement sommaire d'une 15aine de pages il y a 30 jours. Alors c'est une question aussi de pouvoir vérifier et regarder le jugement complet, mais aussi sur certains éléments que nous ne sommes pas en accord. Nous n'avons jamais été en accord avec la Cour, sa juridiction, sa capacité de parler pour tous les enfants en question. La juridiction de la Cour le tribunal des droits de la personne est limité à 40 000 $. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été et qui ont subi des préjudices bien au-delà de la compensation financière que pourrait apporter 40 000 $, certains dans des sommes bien plus grandes que ça. On s'est entendu avec plusieurs parties en cause et on va faire de notre mieux avec les gens en question de sortir de l'argent dans les plus brefs délais. Mais encore une fois, pour simplifier, est-ce qu'il va y avoir des négociations et des déboursements malgré toute cette action devant les cours? Et combien de personnes? Est-ce qu'il y a il y a combien de personnes qui sont bloquées et qui sont prises dans cette action devant les cours? Et il y a combien de personnes qui peuvent continuer ou s'attendre à avoir les négociations continuées pour avoir l'indemnisation? Ce qu'on sait très clairement dans toute cette complexité, c'est qu'il y a des enfants qui ont été enlevés. On a un certain sens de combien de gens ça comprend. Ce qu'on ne sait pas, et c'est un peu le problème avec la décision de la Cour, c'est qu'il y a une catégorie de gens qui ont été couverts qu'on n'a pas une idée de quoi ça comporte. Et c'est un peu ça l'élément nébuleux. Ça pourrait être des gardiens, des gens qui ont pris ces gens dans leur famille, qui auraient droit en circonstances de la Cour recours à une compensation financière, mais on a encore aucune espèce d'idée de combien de personnes ça comprend. C'était un peu ça la réalité nébuleuse de l'affaire, et puis des sommes faramineuses qui seraient peut-être associées à ces gens qui n'auraient pas un recours dans les circonstances normales dans un tribunal de la Cour fédérale. Alors, on parle de plusieurs questions qui se devraient et qui se devront d'être résolues par la Cour fédérale. Mais donc, on ne sait même pas combien de personnes qui risquent de devoir de l'indemnisation
bientôt et combien de personnes vont attendre ce processus devant les cours? Est-ce qu'on parle de 45 000 personnes? Est-ce qu'on a parlé de 100 000 personnes? Est-ce qu'on parle de 300 000 personnes? Quand vous regardez les gens qui ont été enlevés de leur famille, on a un certain sens, on a une estimation de combien ça pourrait être. On parle de 3 décennies d'enfants dans le système de garde du Canada ou l'équivalent provincial. C'est une somme qui n'est pas négligeable. On peut faire les mathématiques assez rudimentaires en divisant 40 000 par 20 milliards et avoir un sens généralement de combien de gens seraient couverts. À l'intérieur de ce groupe, il y a des enfants qui ont été préjudiciés et affectés de façon qu'on ne pourrait pas compenser avec de l'argent, mais ce seront des gens qui seront et qu'on tâchera de sortir de l'argent pour leur compenser pour les préjudices qu'ils ont subis. Okay. Alors, on va essayer de s'assurer qu'il n'y a pas un délai, mais évidemment, dans une circonstance judiciaire, il y a toujours certains délais qui s'imposent. Mais donc, il y a toujours la question, il y a des groupes autochtones à travers le pays qui demandent de l'action, ils demandent de savoir combien de personnes et quand ces personnes seraient susceptibles de recevoir quelque chose. Est-ce qu'on a un nombre de personnes qui peuvent s'attendre à avoir bientôt une indemnisation et est-ce qu'on a un échéancier de combien de temps ça prend? D'un, il y a une étape supplémentaire qui aurait eu lieu de toute façon, c'est que la Cour fédérale va devoir statuer sur cette nouvelle entente. Les délais, on les veut dans les plus brefs. La réalité dans tout ça, c'est qu'il va y avoir des dizaines de milliers d'enfants qui vont recevoir une compensation, selon moi, au plus vite, mais ça va prendre encore un effort de s'asseoir avec les parties pour s'assurer qu'on est tous d'accord, sur les catégories qui seront compensées. On parle de plusieurs milliards de dollars, ainsi que l'échéancier qui sera à suivre par la Cour fédérale. On le veut évidemment au plus vite. On veut que nos appels, notre révision judiciaire ne ralentissent pas la chose. C'est évidemment quelque chose dont je suis très conscient, ainsi que ma collègue Patty Hajdu. On sait que tout ce processus-là a commencé avec un jugement une partie du processus a commencé en 2016. On a eu en 2019 une négociation d'une partie de l'entente. On a eu l'annonce en janvier de cette entente historique. Mais là, est-ce que vous pouvez dire que l'an prochain, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, on aura quelque chose de concret à dire ces gens-là qui attendent cette indemnisation? Bien, j'espère bien, Martin. Une personne comme moi ne devrait pas entretenir des faux espoirs, mais c'est clair qu'on veut y aller au plus vite. Dans une circonstance normale, les gens attendent que la Cour finale, que ce soit la Cour suprême statue. On ne veut pas que ça arrive parce qu'on est d'accord sur des éléments importants de la décision, ainsi que sur les enfants qui ont été affectés le plus par ce système discriminatoire. Et on veut sortir l'argent au plus vite d'une façon qui va être entérinée par la Cour. Ce ne sera pas à moi de décider, ce sera finalement à la Cour de statuer quant à la justesse de cette approche. Est-ce qu'on peut parler d'années? Parce que souvent, ces recours devant les cours prennent des années. Et on a vu ce processus... Écoutez, c'est une bonne question. Et puis, si on regarde l'historique des règlements qu'on a fait surtout dans les domaines autochtones, je dirais avec une certaine confiance qu'on pourrait s'attendre à quelque chose dans l'année à suivre. Bon, OK. Monsieur Miller, merci beaucoup et on regardera ça avec beaucoup d'intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des résultats avec beaucoup d'intérêt. Merci de nous avoir parlé. Effectivement, je vous remercie. Aujourd'hui, Ottawa a annoncé un investissement de 1,6 milliard de dollars pour sa première stratégie d'adaptation au changement climatique. Présentée à l'île de Prince-Édouard, une région particulièrement éprouvée par l'ouragan Fiona, ce programme aidera notamment aux municipalités de financer des infrastructures résistantes aux inondations. On écoute la ministre Ginette Petitpas-Taylor. Le Canada atlantique n'était pas prêt à affronter la plus forte tempête tropicale de ce siècle. Les vents violents et les ondes de la tempête ont sévèrement érodé les côtes, ont endommagé et détruit des maisons et ont même causé des décès. Bien des sinistrés sont encore dans la phase de reconstruction et je empathise avec eux. Fiona est la preuve que les conséquences réelles des changements climatiques sont maintenant à nos portes. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité ce jeudi, le 24 novembre, sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Martin Stringer pour Esther Bégin. Je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.